Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence sur la blockchain Layer 2 et Kix présentée par Laurent Enoch. Donc pour introduire Laurent, Laurent est polytechnicien. Je suis très fier de vous le présenter car il fait partie des rares fondateurs des startups blockchain existant depuis bien avant le hype des ICO, puisque Kix a été créé en 2014. Donc Laurent est venu faire une thèse en intelligence artificielle à Marseille. Après sa thèse, il a eu une expérience en start-up dans le génie logiciel, puis une carrière à Marseille de chercheur en programmation par contrainte orientée objet et enseignant en informatique de Polytech Marseille. Il a eu l'idée de Kix après avoir participé aux travaux sur un standard du W3C, donc le World Wide Web Consortium, et au projet européen DIP sur le web sémantique en 2005 et en 2006. Voilà, donc Laurent, je te laisse la parole pour nous Kixer ton aventure. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Merci David, merci, bonjour à tous et merci d'être là. Effectivement, donc la société Kix a été créée suite à cette participation à des travaux qui étaient liés au web dans les années 2005-2006. Et l'idée a été portée au CNRS et à l'université en 2011, après donc la crise de 2008, dans l'idée de se demander si on pouvait faire quelque chose d'une idée aussi simple. Et la seule voie de protection qui était envisageable pour une idée aussi simple que KIX, c'était le brevet. Donc, on a effectivement déposé des brevets et c'est une fierté d'avoir des brevets européens et américains pour une technologie de cryptographie qui finalement est dans une mouvance très très proche de la blockchain dès le début, pour une raison finalement assez simple dans l'histoire. Jean-Jacques Kwieswatter, dans la première conférence, nous a rappelé l'historique de Bitcoin et l'a situé par rapport à des tas de progrès en cryptographie. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand même que à partir de l'année 2000 et un peu avant, des nouveaux algorithmes sont apparus pour calculer des empreintes de fichiers, dont l'algorithme SFA 256 qui est utilisé par Bitcoin, mais pas seulement, puisque ces algorithmes de très très haute qualité pour les calculs d'empreintes ont été utilisés aussi pour faire des choses comme BitTorrent ou pour faire un système de gestion de code source qui s'appelle Git. En fait, tous les ingénieurs cherchaient des applications à cette technologie dans le courant des années 2000 à 2010 et un peu avant. Hein. Et donc, l'arrivée de Bitcoin a été comme une espèce de tsunami dans cet environnement-là parce que c'était une espèce de graal à réaliser de ce qu'on pouvait faire avec cette technologie. Voilà. Je vais vous en dire un peu plus parce que, en fin de compte, la technologie sous-jacente de la blockchain Bitcoin n'a pas que des aspects, des applications économiques, mais elle a aussi des applications industrielles. C'est ce que je voudrais couvrir dans cette conférence. Des applications industrielles, d'ailleurs, qui sont massivement liées à la dématérialisation qu'on peut imaginer dans le monde industriel tous azimuts, c'est-à-dire sans secteur d'activité particulier. Bien sûr, il y a des applications financières, mais les applications financières de la blockchain Bitcoin notamment sont restreintes à Bitcoin en quelque sorte, quasiment. Hein. Et d'autres blockchains sont apparues dans la suite avec des possibilités qui permettent d'envisager des applications de finances décentralisées. Voilà, on parlera un peu de ça. Mais le focus de cette présentation, c'est vraiment de vous présenter des éléments clés qui font que on peut effectivement aujourd'hui s'appuyer sur une blockchain publique à preuve de travail comme les bitcoins pour faire énormément de choses très très intéressantes. Alors, je voudrais commencer cette présentation en revenant sur des fondamentaux de Bitcoin qui me plaisent beaucoup et qui sont liés au projet dont il est question ici. C'est le premier, ça va être donc de vous présenter
ce point de vue opérationnel sur Bitcoin. Alors, excusez-moi, je vais présenter le plan. Donc, on va parler de ce point de vue opérationnel sur Bitcoin, ce que je vais m'apprêter à vous annoncer. Ensuite, je vais vous montrer comment on peut comprendre ce qu'on appelle le layer 2, c'est-à-dire la possibilité d'accrocher des choses à une blockchain. Ensuite, on parlera de smart contract et puis dans une exploration un peu opérationnelle, savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette technologie blockchain qu'on appelle les smart contracts. Et ensuite, je vous présenterai Click Stories et des grandes applications de Click Stories en Layer 2. Donc, des applications de Kix, en fait, autour de Bitcoin ou autour d'autres blockchains, parce qu'on n'est pas spécialement dédié à une blockchain. Finalement, Bitcoin, ça reste le choix du roi, donc tant qu'on peut l'utiliser, c'est mieux. Mais beaucoup d'autres blockchains existent et beaucoup sont utilisables. Alors, l'intérêt de Bitcoin, d'un point de vue purement intellectuel, il est magique. Alors, je commencerai par ça. Donc, on parle beaucoup de l'énergie qui est consommée par le réseau Bitcoin. Donc, une énergie, vous voyez, en bas de ce transparent, il y a la consommation électrique qui a été utilisée pour calculer un bloc, le bloc qui est numéroté ici, 680 814, qui est de 106, 106 TWh, c'est gigantesque. Et ce qu'on peut essayer de comprendre, c'est de voir cette consommation d'énergie, elle est liée au fait que les mineurs sont en compétition pour calculer un bloc dont le hash commence par le nombre de zéros que vous voyez ici. Donc là, j'ai copié exactement les éléments de ce bloc-là. Ce qui est intéressant, c'est que si on voulait casser en fait Bitcoin, il faudrait être capable de calculer un autre bloc qui aurait exactement le même hash que celui-là, c'est-à-dire un D36, etc. Et vous voyez que ici, en fait, on a, avec les zéros de gauche, on a à peu près un tiers de la longueur de ce hash. Donc, si on fait le calcul, on voit qu'il faudrait 2 10 puissance 51 fois les térawattheures qui sont nécessaires pour calculer un bloc aujourd'hui, pour casser ça. En haut, je rappelle la puissance énergique qui est la puissance délivrée par le Soleil, dans toutes les directions, hein, pas seulement la puissance qu'on reçoit. Et donc, vous voyez qu'il faudrait des quantités d'énergie phénoménales pour casser Bitcoin. C'est ça le vrai intérêt de la preuve de travail, c'est ça. C'est ce qui permet de dire avec une probabilité raisonnable que ce qui est écrit dans la blockchain Bitcoin est écrit pour l'éternité, parce qu'on n'aura jamais l'énergie nécessaire ou l'énergie pour revenir en arrière sur quelque chose qui a été écrit. Et plus c'est écrit dans le passé, plus c'est solide parce que les blocs sont enchaînés entre eux. Donc c'est un élément très important parce que dans la discussion actuelle sur la question de l'énergie de la blockchain, et je ne vais pas anticiper sur la conférence que va faire Pierre Noisa dans quelques jours, qui parle de ça de façon magistrale. Ici, le sujet, c'est que vraiment, la preuve de travail, c'est une solution extraordinaire pour créer des constructions de données informatiques qui sont complètement inviolables. Et donc, c'est un élément clé dans l'utilisation technique de Bitcoin, puisque ça va faire de Bitcoin la source infaillible de preuves qui sont écrites pour toujours. Ça, c'est un élément vraiment très important, sans parler du type d'énergie qu'on utilise, est-ce qu'elle est renouvelable ou pas. C'est, comme je disais, le sujet d'autres débats. L'autre élément qui me paraît est vraiment exceptionnel du Bitcoin et que je souhaite partager avec vous, c'est que c'est un système minimal viable. Et donc, ça veut dire que
le concept sous-jacent permet que Bitcoin tourne sans s'arrêter depuis 10 ans et il est autonome, il est robuste à la censure, il a énormément de très très bonnes propriétés. Et je rapproche ça, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis un tableau de Go et puis le métamodèle du ML à gauche, c'est que j'aime les descriptions qui sont minimales et qui produisent des effets considérables. Donc le Go c'en est une. L'arithmétique est peut-être la plus extraordinaire, c'est-à-dire qu'avec juste l'information que le nombre 0 existe et que chaque nombre a un suivant, on fait toute l'arithmétique. Donc c'est peut-être le plus exceptionnel de tous les systèmes minimaux viables au sens que j'emploie ici. Le Go également est intéressant parce que la règle est extrêmement simple. La règle consiste à dire qu'il y a des pions noirs et des pions blancs qu'on dépose sur un échiquier, sur un tableau de 19 par 19. Et un pion qui n'a plus de liberté, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cases libres autour de lui, est mort. Et ça, c'est la règle du Go. Et ça suffit pour en faire un jeu de stratégie phénoménal. Et je donne un autre exemple à gauche, c'est le méta-méta-modèle du ML, qui est une construction qui est autodescriptive, c'est-à-dire qu'on ne peut rien enlever. On peut rien enlever sans que ça perde complètement sa signification. C'est extraordinaire. En fait, ce diagramme décrit les flèches et les cases et les boîtes qui sont affichées par le diagramme. Alors Bitcoin, c'est intéressant parce que Satoshi Nakamoto, finalement, a libéré un monstre quelque part, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il a été tout de suite viable. Moi, je trouve que c'est un truc extraordinaire. Donc, Jean-Jacques Cusquater questionnait notamment à la première conférence, il questionnait la question de l'énergie, justement, et du minage. Est-ce que ça aurait pu être fait autrement, etc. On ne sait pas si ça avait été fait autrement, ça aurait marché aussi bien. Et on ne le saura jamais. Donc, le triptyque que vous voyez ici, c'est l'idée que les mineurs sont rémunérés par les blocs qu'ils trouvent. Pour trouver des blocs, ils investissent des sommes aujourd'hui considérables. Et la raison pour laquelle ce modèle économique tient la route, c'est qu'il y a une rareté organisée qui rend la monnaie quasiment nécessairement spéculative. Et donc, cette nécessaire inflation, je dirais, de Bitcoin par rapport à la croissance du prix du Bitcoin par rapport aux monnaies fiat, c'est un outil qui permet aux mineurs de supporter les moments où le cours du Bitcoin dans les moments de baisse est trop bas. Et quand il est trop bas, eh bien, évidemment, il affame les mineurs, mais il supporte cette disette parce qu'il est quasiment certain que le cours va remonter. Et alors, ce dispositif voilà, que je décris comme extraordinaire ici produit l'effet que on a un outil, voilà, l'humanité a créé un outil qui fournit une source de preuve pour toutes les activités futures. Et cette source de preuve, comme j'expliquais tout à l'heure, est inviolable. J'aime bien appeler ça la réserve de rareté, parce que c'est un peu antinomique de parler de réserve et de rareté. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est un étalon de rareté, si vous voulez, pour l'humanité, qu'on pourra jamais arrêter. Donc, voilà, je rappelle ça parce que ces éléments sont clés pour comprendre finalement l'importance des blockchains même. Pour vous dire, quand j'ai découvert Bitcoin, je crois que la première fois que j'ai été sensibilisé, c'était vers 2011, donc pas au tout début. J'ai regardé, j'ai lu l'article, le white paper de Satoshi Nakamoto, je me suis renseigné un peu et je me suis dit, mais est-ce que ce truc-là peut marcher? Et puis après, je me suis dit, mais est-ce que ce truc-là peut vraiment grimper en valeur de façon automatique par design,
puisque la rémunération des mineurs est divisée par 2 tous les 4 ans. Et puis après, je me suis dit, mais est-ce que ce truc-là, ça ne sera pas la monnaie de la guilde quand l'humanité sera en train de naviguer dans l'hyperespace en l'an 3000? Est-ce qu'on n'est pas devant une construction qui va changer radicalement l'humanité? Et bien sûr, ça change la conception de la monnaie, ça c'est clair. Enfin, ça ne change pas complètement si on voit les comparaisons qui peuvent être faites avec l'or, par exemple, sur le sujet de la rareté, mais ça la change de façon extraordinaire parce que Bitcoin, c'est quand même le premier outil que j'ai vu permettre de faire un paiement en flashant un QR code. Et ça, c'était en 2012-2013. Ça m'a complètement scotché. Et à l'époque, j'ai pensé que le potentiel de cette idée-là était extraordinaire s'il n'y avait pas de failles cryptographiques majeures, et il se trouve qu'il n'y en a pas eu. Voilà. Ce n'est pas exclu qu'il y en ait une, on ne sait pas, mais pour l'instant, il n'y en a pas eu. Voilà un préambule sur Bitcoin. Et donc, pour dire que finalement, en tant qu'informaticien, ça définit un rêve réalisé. On a une base de données qui est inviolable pour l'éternité, qui est robuste à la censure parce qu'elle est décentralisée, c'est-à-dire que il y a un réseau un peu comme BitTorrent, qui est également un réseau peer-to-peer inarrêtable. Et cette construction permet d'interdire la duplication d'objets numériques. Alors, c'est un paradoxe, parce que l'objet numérique est par définition réplicable. C'est même conçu pour ça. Et en fait, non, là, on a un système qui interdit cette duplication de façon définitive. C'est extraordinaire. Et il se trouve qu'on peut rattacher ça au monde réel en attachant des objets numériques aux transactions ou des doubles numériques d'objets du monde réel à des transactions Bitcoin. Ça a été prévu d'office par le protocole avec une instruction qui s'appelle OP-Return, qui permet de mettre un petit message dans une transaction, éventuellement une transaction qui ne porte pas du tout de transfert financier, mis à part les frais qu'il faut payer pour que les mineurs acceptent de l'inclure dans un bloc. Donc, on peut utiliser cet espace pour stocker, alors, on ne va pas y stocker un libellé comme on ferait pour un virement RIB qu'on fait à sa famille, bien que c'est à peu près la même taille que les libellés des RIB bancaires. Mais on va y mettre essentiellement l'empreinte d'un fichier. Et cette empreinte qui ne permet pas de deviner de quoi il s'agit, va pouvoir attester de l'existence de cet objet. Alors, donc, je dis que Kix n'était que partiellement lié au concept de Bitcoin ou de la blockchain à sa fondation. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que finalement, l'idée de Kix, c'est de convertir n'importe quel fichier en un fichier qui est porteur de métadonnées, à la fois des métadonnées techniques et des métadonnées de preuve. Les métadonnées de preuve, c'est une empreinte ou plusieurs, une signature numérique ou plusieurs, un certificat d'horodatage légal, et puis éventuellement, donc, avec l'arrivée des blockchains, une preuve d'existence sur la blockchain. Mais Kix en soi est une solution qui fait quelque chose que les, les programmeurs et les archivistes font depuis longtemps, c'est-à-dire calculer l'empreinte d'un fichier. Enfin, depuis que les algorithmes de calcul d'empreinte existent, on se sert des empreintes. La grande nouveauté, c'est que l'empreinte du fichier est stockée dans le fichier lui-même. Donc, c'est ça qui est breveté. Et cette opération, finalement, elle a pour effet de créer un actif numérique non substituable. Donc, c'est d'une certaine manière un NFT au sens de la terminologie habituelle, puisque c'est un actif numérique non substituable, un NFT. Alors, la question de
tous les sujets qu'il y a autour des NFT sont complètement hors sujet ici, mais en tout cas, on se trouve devant un objet unique qui est matérialisé et qui est identifié avec énormément de propriétés techniques complémentaires, le fait que les fichiers puissent se désigner les uns les autres, être versionnés, contenir des métadonnées techniques utiles dans des process industriels, etc., qui sont elles-mêmes verrouillées. Voilà, donc cette idée de Kix a quand même tout de suite profité de Bitcoin, parce que on a utilisé à Kix les signatures numériques de Bitcoin au tout début, parce qu'on pensait que cet algorithme-là, vu qu'il était lié aux opérations d'une blockchain qui portait déjà une valeur significative, serait très rapidement corrigé s'il y avait des problèmes, ou on saurait en tout cas très vite s'il y avait des problèmes. Et donc c'était, à notre avis à l'époque, le meilleur choix possible depuis 2013 en fait, pour créer des fichiers autoporteurs de signatures numériques. Depuis, on y a ajouté des signatures plus habituelles, mais voilà l'idée de Kix. Alors, la première idée, donc, pour comprendre ce qu'on peut penser par Layer 2, c'est de se dire, ben voilà, l'empreinte du fichier KXE, qui est à gauche, avec Zupag, QPIP, alors il faut s'habituer à ça, c'est des mots de 5 lettres dans un encodage qui permet de nommer les fichiers oralement, hein, donc c'est toujours prononçable, Zupag. Bien, ce hash, en fait, du fichier, il est enregistré dans un certificat qui collecte de façon mutualisée des demandes d'ancrage d'un certain nombre d'acteurs qu'on ne connaît pas. Et ce certificat est lui-même KXE, et son empreinte, donc 2W7BTE, etc. Donc le fait que le fichier affiche sa propre empreinte, c'est aussi une propriété de la technologie KX. Hein. Mais cette empreinte, eh bien, on la retrouve dans la blockchain Bitcoin, dans une transaction que vous voyez ici, qui est la 139 ED, etc., avec des fees qui ont été payées en Bitcoin. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est la donnée embarquée dans la transaction, qui est la chaîne 2W7BTE. Et c'est ça qui fait l'ancrage. C'est-à-dire que dans Bitcoin, aujourd'hui, pour l'éternité, j'insiste, pour l'éternité, eh bien, on a l'empreinte du fichier 2W7BTE, etc., qui lui-même contient les empreintes de toutes les demandes, dont le fameux XUPAG. Et donc, en cascade, si vous voulez, on a obtenu une preuve d'existence pour tous les fichiers mutualisés à ce moment-là. Et une des propriétés de la technologie KIC, c'est que, enfin de cette approche, si vous voulez, c'est que le certificat d'ancrage, que aujourd'hui dans la terminologie Layer 2, on pourrait appeler un roll-up d'une certaine manière, ce certificat est un fichier qui est lui-même vérifiable avec des procédés, des moyens cryptographiques très très simples. Alors il y a d'autres solutions pour faire ces ancrages, on les utilise aussi quand c'est demandé ou quand c'est nécessaire. Notamment une technologie qui s'appelle Chainpoint, qui permet de mutualiser d'une autre manière. Mais dans de très nombreux cas, les propriétés d'auditabilité de ce que vous voyez ici sont très, très supérieures à ce qu'on peut trouver autrement. Voilà. Donc, je reviens sur ce transparent-là. Voilà, vous voyez que les fees, alors à ce moment-là de calcul, les fees étaient relativement bas. Récemment, les fees sont montés très très haut. Donc, on a il y a des certificats d'ancrage qui coûtent à peu près entre 30 et 50 euros. On en reparlera un tout petit peu plus loin. Alors, quelles applications on a de ça? Le fichier isolé, si vous voulez, a déjà en soi une valeur énorme. Il y a beaucoup de fichiers isolés qui ont de la valeur. Alors, je ne cite ici que des cas d'usage qui sont des cas concrets en pratique. On peut faire de la propriété intellectuelle
et des documents stratégiques. Donc, vous imaginez par exemple, on envoie une proposition commerciale avec des détails techniques à un client, ben, on peut en obtenir une preuve d'antériorité grâce grâce au procédé d'ancrage, donc à ce procédé qui est déjà du layer 2, si vous voulez. On peut certifier des communiqués de presse, donc ça c'est quelque chose qu'on fait avec la société ePressPack qui est ici, qui crée des newsrooms pour leurs clients embarquant notre technologie, mais la technologie est aussi utilisée par Enedis, Société Générale. Elle a été utilisée dès 2017 par EDF. On fait aussi de l'assurance et de l'expertise avec essentiellement des photographies. Donc, c'est l'activité de société amie ancienne qui s'appelle Monuma, qui est un fidèle partenaire de KIX, des sociétés comme JLB Expertise, plus récemment Generali. Et on fait aussi de l'audit distant avec une application KIX qui s'appelle Photoproof Pro, qui est utilisée par la Fondation UFA pour l'enfance pour faire des diagnostics sur le terrain. De bon emploi des fonds qui délivrent aux ONG, Société de Ruder, Société Oscar, mon assistant Oscar qui fait des états des lieux pour l'immobilier. Ensuite, vous voyez un cas d'usage sur l'IA probante. Donc, les photographies, une fois KIXées, peuvent être intégrées dans des calculs d'intelligence artificielle, donc l'entraînement d'un moteur, etc. Ça a des effets potentiellement juridiques très importants parce que ça permet de rendre opposables les contenus qui ont servi à entraîner une IA, et puis l'IA elle-même, et puis les contenus qui ont servi à prendre une décision. Voilà, donc ça, c'est habituellement des photos également. Et puis, on fait du process industriel avec la société Comesté, qui est également un fidèle, de KIX depuis l'origine. Verifavia, qui fait des rapports d'expertise de consommation énergétique des navires. Argo, qui fait des factures magnifiques avec augmentation 3D et réalité virtuelle, des diplômes. On a fait les diplômes de l'EMD à Marseille depuis très longtemps. Voilà des applications de cette technologie. L'ancrage marche sur ça dans sa forme classique, mais la forme KIX est meilleure parce que les fichiers sont autoporteurs de leur intégrité. Et donc ne nécessitent pas d'infrastructures supplémentaires et puis sont vérifiables sans limite de durée, sans tiers de confiance, c'est important. Voilà. Alors, pour passer à la suite, on doit considérer que Bitcoin a introduit un langage de programmation pour les transactions. Ethereum, avec les smart contracts, propose d'utiliser un langage, mais l'idée d'avoir un langage pour les transactions existait dès l'origine de Bitcoin. Vous voyez un exemple ici de code source d'une transaction dans laquelle il y a ce fameux paramètre OP-return dont je parlais tout à l'heure, et puis le code source du script qui a servi à faire le paiement en fait, des fees de la transaction. Alors, le langage de transaction de Bitcoin a été étendu au fil du temps par quelque chose qui s'appelle P2SH, payé vers un script, qui est beaucoup utilisé, qui permet notamment de faire des écrous ou des adresses dont la dépense ne peut être faite que par des multisignataires. C'est déjà très intéressant, ça permet de sécuriser pas mal des actifs de pas mal de systèmes d'échange de crypto-monnaies notamment. Et puis une évolution très récente dans la prochaine release de Bitcoin qui s'appelle MAST, qui consiste à avoir des arbres de décision, virtuels dont les contenus non utilisés ne sont pas révélés. Donc, il y a un esprit de privacy dans les scripts Bitcoin. Les scripts Bitcoin ne sont de toute façon jamais révélés avant qu'ils ne servent. Donc, il y a une grande différence avec Ethereum. Alors, Ethereum, justement, avec la notion de smart contract, alors,
smart contracts sont quand même, c'est un mot qui a été introduit par Nick Szabo avant l'arrivée de Bitcoin. Donc, c'est un concept qui est plus ancien que Bitcoin même, et Nick Szabo était actif au début de Bitcoin. Donc, la notion était bien connue. Bitcoin a volontairement réduit la puissance expressive du langage que vous avez vu tout à l'heure pour éviter des tas de problèmes, dont des problèmes de cybersécurité. Et Ethereum a pris le parti inverse de dire ben, on va faire un langage de programmation habituel. Alors, ils appellent ça Turing Complete. En fait, ça n'est pas vraiment Turing Complete parce qu'il y a des limites sur les tailles de piles, etc. Mais, et puis, il y a des limites qui sont mises en place par les frais, le gaz, la consommation de mémoire, etc., pour éviter des attaques de cybersécurité sur le réseau qui ont marché dans le passé, comme l'attaque. Laurent, juste une petite question. Turing Complete, c'est juste si tu peux préciser? Bah, c'est un langage qui a la puissance expressive la plus grande de tous les langages de programmation, c'est-à-dire ça peut faire tous les calculs possibles. Ah oui, d'accord, ok. Donc avec Ethereum, on peut créer un automate qui va définir des fonctions et qui vont être appelées. Alors, je n'ai pas mis les détails à gauche pour que vous les lisiez vraiment, mais vous voyez que le transparent présente l'interface tout en bas à gauche d'un smart contract ERC20. C'est les smart contracts qui permettent de créer des tokens. Et vous voyez qu'il y a une fonction pour faire un transfert, pour approuver un transfert, pour demander quelle est la balance d'un compte ou demander quel est le total supply, le nombre total de tokens émis par le smart contract. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé. Je pense que peut-être 80% des crypto-monnaies qui sont listées sur CoinMarketCap, il y en a plus de 9000, doivent être de type ERC20. Les autres, les plus intéressantes, sont des crypto-monnaies qui sont autonomes et qui apportent des améliorations techniques. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le programme que vous voyez à gauche, en fait, va être exécuté par tous les nœuds du réseau Ethereum à chaque fois qu'il y a une demande, une transaction. Et les résultats vont être confrontés les uns aux autres pour vérifier si la transaction a été valide et s'il n'y a pas de fraude. Alors, ça aussi, c'est un rêve d'ingénieur, en fait. Donc, on a une machine virtuelle décentralisée avec des propriétés qui sont proches de celles de Bitcoin, c'est-à-dire que la base de données est également inviolable pour l'éternité tant que Ethereum utilise la preuve de travail, mais ils sont en train d'en partir. Avec des très bonnes propriétés de décentralisation, et puis la propriété forte qui est que ça permet très facilement, je dirais, de créer des automates dédiés pour manipuler des jetons, des NFT, faire du DeFi, etc. Alors, le problème, c'est qu'il y a quand même un enjeu de gouvernance avec Ethereum qui s'est manifesté dans la pratique parce que, justement, au moment de The DAO, quand il y a eu une attaque qui, je pense à l'époque, faisait à peu près 60 millions de dollars sur ce smart contract, qui était un smart contract d'organisation autonome. C'est parmi les smart contracts les plus compliqués qu'on puisse imaginer. Cette attaque donc le vol de 60 millions de dollars a été remboursé par le réseau en faisant une manœuvre de retour en arrière, ce qui est en théorie interdit dans la morale des crypto-monnaies décentralisées, et donc qui a provoqué la scission entre Ethereum et Ethereum classique, puisque certains ingénieurs n'ont pas voulu poursuivre sur la voie Ethereum finalement centralisée, parce que si un groupe peut décider de revenir en arrière et de rembourser des gens qui ont été volés, c'est bien qu'on n'est plus dans un système décentralisé. Donc c'est un très 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 gros problème finalement qui marque Ethereum de façon, je dirais, quasiment définitive aujourd'hui. Alors, est-ce que le projet de l'exposé, c'est de vous parler de l'industrie et de comment on peut utiliser ça dans l'industrie. La question des smart contracts, elle se pose tout de suite dans l'industrie. Il y a eu beaucoup de buzz à partir de 2015 sur les possibilités d'utiliser cette technologie-là à des fins industrielles.
Il y a eu peu de réalisations qui s'appuient vraiment là-dessus. En tout cas, à notre connaissance, il n'y en a aucune qui soit vraiment en déploiement, et pour la raison essentielle que c'est à peu près impossible. Alors, pour répondre à la question de si c'est un besoin industriel, on doit quand même considérer que c'est extrêmement cher à développer. Le coût de faire travailler un organisme qui sait développer des smart contracts est élevé. C'est très cher et très lent à exécuter. Les moqueurs disent que Ethereum est la machine virtuelle la plus lente et la plus chère du monde, mais c'est quand même une réalité. Ça ne monte pas en charge non plus très bien, c'est-à-dire que traiter des gros volumes, c'est impossible, également pour des questions de prix. C'est cher au stockage, on ne peut pas y mettre vraiment beaucoup de données, ou alors il faut payer très très cher. Comme je disais, il y a des biais de gouvernance directe, il y a des enjeux juridiques liés à la donnée, parce que, bon, tout à l'heure, je disais qu'on n'allait pas mettre un libellé en texte dans une transaction de Bitcoin. Sur Ethereum, d'une certaine manière, c'est encore plus facile d'écrire des données qui pourraient revêtir un caractère personnel, donc c'est un vrai sujet. Ce n'est pas très facile à auditer. C'est-à-dire, Bitcoin, finalement, c'est des blocs qui ressemblent un peu au dessin que je vous ai montré tout à l'heure, le certificat, c'est-à-dire que c'est une liste de transactions assez simple, même si elles sont codées, donc il faut les décoder, mais c'est quelque chose de relativement simple. Ethereum, pardon, est déjà beaucoup plus compliqué, et c'est plus difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé dans la blockchain dans le cas d'Ethereum, mais d'autant plus que si on s'intéresse à un sujet précis, ce sujet va être mélangé parce que c'est décentralisé, avec des écritures qui proviennent de tous les coins de la planète et qui n'ont rien à voir avec ce qui nous intéresse. Voilà. Bon, ça, c'est des éléments qui sont forts, mais après, du point de vue pratique, c'est très difficile en fait d'écrire un smart contract Ethereum qui traite tous les cas, dont les cas d'erreur. En général, entre un programme et le programme qui traite les cas d'erreur, il y a une inflation de code énorme, et puis il faut traiter beaucoup de cas particuliers. Et donc, ça devient extrêmement cher puisqu'on paye les calculs. Voilà. Et enfin, l'utilisation de ce type de solution dans la vraie vie, en layer 1, donc, c'est-à-dire directement utiliser ces smart contracts, demande de manipuler des crypto-monnaies. Donc, il faut manipuler des Ethers pour payer du gaz, etc. Alors, les questions qu'on peut se poser pour savoir si oui ou non on a besoin de blockchain dans l'entreprise, enfin de blockchain au sens smart contract. Moi, j'en vois trois essentiels. Alors, je présente de façon un peu iconoclaste les questions, mais voilà. La première question, c'est de savoir si on a besoin de décentralisation. La décentralisation, elle a pour effet de permettre d'être résistant à la censure, c'est-à-dire de permettre à quelqu'un en Chine ou en Australie de passer une transaction sur un réseau sans qu'on puisse empêcher qu'il le fasse. Sans que personne n'ait la possibilité d'empêcher qu'il le fasse. Mais ça, ce n'est pas du tout une perspective industrielle. Dans l'industrie, tous les systèmes sont des systèmes à contrôle d'accès. Et donc, on n'a pas besoin de la résistance à la censure. Donc, dire qu'on va déployer une solution décentralisée dans l'entreprise pour un sujet opérationnel de l'entreprise, c'est presque une absurdité. Ça n'a, à notre avis, pas le moins d'intérêt. Ensuite, il y a vous comprenez que le code est répété il va s'exécuter sur tous les nœuds d'un réseau. Donc un réseau mondial, dans le cas d'Ethereum, avec beaucoup de nœuds. Je ne crois pas que personne soit convaincu qu'on ait besoin de faire exécuter le même code sur un millier ou 10 000 machines pour être certain qu'il marche. La plupart du temps, on fait tourner un programme dont on sait qu'il marche avec des bonnes probabilités parce que ça fait longtemps qu'il marche et qu'il n'y a pas de bug. Et puis, on exécute ce programme une fois. On ne l'exécute pas 10 000 fois. Voilà, donc c'était aussi une objection finalement à l'utilisation de solutions de blockchain permissionnées ou privées. Pourquoi faire ça finalement? Puisque on a de toute façon des problèmes de cybersécurité à résoudre, et le fait d'exécuter le code sur plein de machines différentes n'ajoute pas grand-chose, dans la mesure où les résultats d'un programme peuvent être vérifiés par, par plein de gens, et en général, la vérification est beaucoup plus facile que le calcul.
D'ailleurs, je précise que Bitcoin, finalement, est un exemple de ça, parce que le calcul d'un bloc est extrêmement compliqué. Donc, calculer le bloc avec tous les zéros en début de hash, c'est extrêmement compliqué. C'est ça qui consomme cette énergie phénoménale, parce qu'il faut faire des quantités astronomiques d'essais différents. Mais par contre, vérifier que le hash est valide, ça, c'est quasiment instantané. Et donc, il y a pas mal de problèmes dans l'industrie qui sont de cette nature-là. C'est-à-dire calculer, c'est cher, mais vérifier, c'est facile. Alors, comme exécuter sur une machine virtuelle de smart contract, c'est cher en général, on ne peut pas y faire des calculs compliqués, donc de toute façon, on est coincé. Et finalement, l'idée du smart contract, c'est d'avoir un code qui définit la loi. Donc, d'ailleurs, la formule, c'est code is law, c'est-à-dire que le code va s'imposer parce que la blockchain est inarrêtable. À partir du moment où on a mis un smart contract sur une Ethereum, le smart contract va s'exécuter. Et du coup, le sujet, c'est que ben, ce n'est pas très compatible avec l'expérience habituelle des programmeurs. Les programmeurs, ils savent que on écrit des programmes qu'il faut remettre à plat régulièrement, qu'il faut améliorer parce qu'il y a des petits défauts, il manque des choses, etc. Je pense que vous êtes à peu près tous convaincus de ça. Et donc, l'idée de déployer des smart contracts dans un contexte industriel, c'est plutôt porteur de risques opérationnels que de vraie sécurité. Et pour finir sur cette partie-là, le grand sujet, c'est finalement, dans une condition industrielle également, il va falloir parler avec le monde réel. Et tout le problème est là, c'est-à-dire les points de difficulté vont arriver ici. Et on a pas mal d'options. Par exemple, si on est dans un monde pur smart contract, on va pouvoir utiliser des oracles pour, pour prendre une décision. Et ces oracles vont demander des ressources blockchain et vont être peut-être décentralisés, plus ou moins, etc. L'interface entre la blockchain et l'oracle sera peut-être un peu plus difficile à vérifier, les sources de données également, mais on est dans un contexte pure blockchain qui génère des coûts blockchain. Alors que si on demande l'information à un service, alors ici dans l'exemple, j'ai un smart contract qui permet de savoir si on doit prendre un pull. Si on demande l'information de température à un service web, ça ne coûte rien, les calculs sont gratuits, etc. Donc on voit bien que dans une perspective industrielle, le choix va se poser. Et donc, du coup, en Layer 1, l'utilisation de Bitcoin ou d'Ethereum, si vous voulez, c'est des utilisations qui sont strictement financières. Parce qu'avec les coûts et les contraintes opérationnelles qui vont avec, par exemple, le fait que les transactions ne sont pas forcément sûres de passer dans le cas d'Ethereum, on n'est pas du tout dans un contexte qui permettrait des opérations. Et même nous, enfin, on considère qu'un coût par transaction qui dépasserait 1 millime, c'est déjà très critique pour une utilisation industrielle. Aujourd'hui, il n'y a que Bitcoin SV, qui est une déclinaison de Bitcoin, qui affiche ces coûts-là, puisqu'ils sont à 1 Satoshi par byte pour des transactions qui font 200 bytes. Vous regarderez 200 à 250 bytes, vous pourrez faire les calculs vous-même, vous verrez qu'on tombe sur ce type de coût. Donc, et même le projet dont parlait Jean-Jacques Quisquater à la première conférence de bancarisation qui peut être associé à Bitcoin, et puis aujourd'hui avec DeFi, le projet de financiarisation qui peut être associé à Ethereum, n'est même pas viable parce que c'est trop cher. On peut pas. Faut comprendre que si on doit payer 10 € de transaction pour faire un transfert Bitcoin, on ne va pas transférer 10 centimes. Voilà. Et si on ne paye pas 10 € de frais, la transaction ne passera pas ou très difficilement. Donc, on est bien obligé de payer ça. Donc, vous voyez bien qu'on est sorti déjà d'un contexte de masse. Alors, il y a des gens qui s'appellent RGB, qui ont une position très dure sur l'utilisation de donc, ce qu'on appelle Layer 1, c'est-à-dire exécuter du code dans une blockchain comme Ethereum.
avec des arguments très précis sur le fait que ce n'est pas scalable, ce n'est pas privé, et ça n'a pas les bonnes propriétés de, de sécurité, parce qu'on va faire tourner en général du code sur des blockchains qui sont de qualité inférieure par rapport à la preuve de travail. Donc, pour, pour décrire ce qu'est le layer 2, c'est assez simple en fait. On crée une construction de type blockchain qui est attachée par ce qu'on appelle des pegs à une blockchain maître. Donc, les pegs, c'est des connexions à double sens, si vous voulez, qui permettent de bloquer, par exemple, des fonds sur le réseau Bitcoin pour lesquels on crée de façon correspondante des fonds sur le réseau Lightning, et qui permettent d'utiliser ces fonds dans le réseau de Lightning jusqu'au moment où on va vouloir ressortir et pouvoir déverrouiller les fonds qui sont sur le réseau Bitcoin. Ça, c'est pour des applications financières. Puis pour des applications techniques, on peut procéder de différentes manières, mais ça correspond à peu près. En général, les sidechains, donc, qui tournent à côté d'une blockchain maître, sont donc elles qui sont de layer 2, et ces sidechains n'ont pas les mêmes propriétés de consensus que la blockchain maître. Elles sont, disons, des propriétés de consensus en général qui permettent de ne pas consommer d'énergie, d'être plus rapide, plus scalable, etc. Donc c'est vraiment la réponse dans la bulle actuelle des crypto-monnaies, le début de bulle, si vous voulez, c'est vraiment la réponse que majoritairement j'entends sur le sujet de la mise en œuvre réaliste de blockchain dans un contexte opérationnel. Laurent, juste pour peut-être notre communauté, comment tu définirais un consensus? Parce que là, tu as pointé du doigt une des propriétés du layer 2 de manière assez simple. Le consensus, comme on a un réseau pair à pair, le consensus, c'est l'accord, c'est un vote démocratique pour savoir ce qui est valable ou pas. Dans le contexte de Bitcoin, le consensus repose sur la preuve de travail, c'est-à-dire que le mineur qui décide de la vérité, c'est celui qui a trouvé le bloc, et il a dépensé une énergie considérable pour trouver le bloc, pour contredire le vote le bloc qui a été trouvé par ce mineur. Il faudrait produire un autre bloc en même temps, donc une partie de l'écosystème qui ait des propriétés différentes et qui comment dire, qui soit majoritaire, parce que il a au point de vue de son calcul, il obtient la préférence, puisque le calcul du hash, finalement, qui commence par tous ces zéros, permet aussi de séparer les ex-aequo. Et donc c'est pour ça qu'il faut une majorité de puissance de calcul de plus de 51% pour emporter la décision dans le réseau Bitcoin. Voilà, ce consensus, c'est juste un vote, hein, c'est de dire qui pense que qui pense que l'information qu'on a est la bonne. Et effectivement, l'ensemble du dispositif permet d'éviter des attaques qui sont connues sous le nom d'attaques des généraux byzantins, enfin, il y a différentes attaques qui sont nativement adressées par ce type de protocole. Le consensus, c'est juste un consensus, c'est-à-dire c'est des idées. Voilà, la majorité pense que c'est ça la vérité. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Et donc, il y a des moyens il y a des formes de consensus qui reposent sur la preuve, ce qu'on appelle la preuve de possession, c'est-à-dire qu'il y a une majorité de vote qui est donnée à ceux qui ont le plus d'actifs financiers, ou la preuve d'autorité qui repose sur des systèmes dérivés, ou bien des droits de vote qui sont tournants avec des tirages au sort. Enfin, il y a tout un tas de possibilités pour décider dans un réseau pair à pair quelle est la vérité, en fait. Donc c'est ça le consensus. Merci Laurent, je te laisse reprendre. Merci beaucoup. De rien. Voilà. Alors sur ce diagramme, vous voyez quatre layer 2 de Bitcoin, RSK en haut à droite, en bas à gauche, le réseau Lightning,
en bas à droite, RGB et puis KIX. Alors, en fait, ces réseaux Layer 2, et puis tout en bas, il y a le réseau Matic Polygon, qui est un Layer 2 de Ethereum. Bon, il y a beaucoup de Layer 2 d'Ethereum, hein, j'en ai mentionné qu'un parce que c'est celui dont on parle le plus en ce moment. Ces Layer 2 vont permettre de faire des smart contracts, par exemple RSK et RGB sur Bitcoin, alors que Bitcoin ne permet pas de faire de smart contracts. Par contre, le réseau Lightning est un réseau qui est strictement dédié au paiement, à des micro-paiements, plus rapides, plus scalables, etc. Et qui est en cours de déploiement là de façon très concrète en ce moment. Et sur Ethereum, les Layer 2 sont aussi des Layer 2 de smart contracts, mais qui vont coûter moins cher, qui vont être plus rapides, etc. etc. Voilà. Et pour parler seulement de RGB de Kix, le sujet, c'est faire un smart contract sur une blockchain, c'est bon, on peut le faire, mais on peut aussi se poser la question de savoir où vont les données et où va la vérification. Et en fait, aussi bien RGB que KIX répond à la question en disant la vérification, on peut la faire off-chain. Il n'y a pas de raison d'exécuter du code off-chain pour vérifier tout le temps tout. Avec tout un tas d'arguments. RGB cite un argument de privacy qui est effectivement un point clé, c'est le fait de dire que finalement sur Ethereum, ben, tout ce qui est fait est public, parce que le code est public, voilà, tout est public. Et donc, on n'est pas dans des conditions qui sont satisfaisantes non plus pour l'industrie avec cette publicité. Voilà, la solution KIX, en fait, elle repose sur notre technologie avec une chaîne, donc vous voyez ce qui s'appelle, alors désolé pour l'anglais dans ce transparent, mais vous voyez, il y a une chaîne horizontale qui s'appelle Unforgeable Metadata, qui sont des séquences inviolables, rendues inviolables par la cryptographie, par les signatures électroniques, par le chaînage, dans la solution KIX Chains et KIX Stories. Et les données correspondantes sont rendues accessibles par ces ensembles de métadonnées, mais sont stockées sur les dispositifs des utilisateurs. Elles ne sont pas partagées publiquement. Alors, il y a une grande différence entre la solution KIX et puis les blockchains en général, c'est que les écritures dans une chaîne sont séquencées. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une demande d'écriture, eh bien, ça bloque des demandes concurrentes d'écriture, ce qui n'est pas le cas des blockchains. Dans les blockchains, on peut, comme elles sont décentralisées, tout le monde peut pousser des transactions tout le temps et les transactions ne sont pas connectées les unes entre elles. Là, on a une vraie différence avec l'état de l'art, si vous voulez, des blockchains, avec une solution qui combine une cryptographie extrêmement solide pour le chaînage des éléments qui sont rentrés dans une chaîne et l'ancrage sur la blockchain des états valides du système. Donc c'est en ce sens qu'on dit qu'on a une solution qui combine le meilleur des deux mondes, si vous voulez. Alors, les cas d'application sont nombreux, très nombreux et opérationnels. Donc là, c'est un exemple qui est celui de la société Bonjour le Bon, qui délivre des aliments de qualité supérieure par vent en ligne et qui sont, dont les propriétés RSE, les qualités, qualité épidémiologique, qualité de résidus chimiques, etc., sont attestées par des certificats qui sont KIXés, qui sont vérifiables. Et donc, l'usager a une application mobile qui peut permettre de flasher un QR code sur chaque élément d'un colis. Et il sait exactement ce que c'est, de quelle ferme ça vient. Il a accès au relevé de résidus et il a accès à des informations de traçabilité lors de l'emballage, quel lot c'était, etc., comment ça a été fait. Donc, c'est une application qui vraiment typique de ce qu'on fait avec une Layer 2. C'est-à-dire que les écritures qui sont faites au fil de l'eau par l'ensemble des acteurs du système sont régulièrement... alors, elles sont toutes individuellement ancrées par le procédé que j'ai montré tout à l'heure, mais en plus, les états du système sont figés
à date régulière de façon indirecte par le même procédé d'ancrage. Et donc, c'est un peu comme si, alors je reprends l'exemple que donnait Pierre Papron, c'est une très belle métaphore. Il disait, si vous êtes commerçant et que vous recevez des chèques, vous n'allez pas à la banque à chaque chèque reçu, vous allez à la banque le soir et puis ou le lendemain matin avec le paquet de chèques de la veille. C'est un peu pareil, c'est-à-dire que on est dans un contexte où on peut faire confiance de façon raisonnable à une solution informatique traditionnelle, dopée par la cryptographie, donc avec des performances qui n'ont rien à voir avec juste une base de données, hein, c'est quand même incroyablement supérieur, et à intervalles réguliers, aller obtenir un verrouillage de tout ça de façon définitive. Mais ce verrouillage n'empêche pas qu'à tout moment, n'importe quel acteur observateur du système est capable de voir que quelque chose s'est mal passé et provoquer l'interruption d'un process. Donc, on a à la fois les bonnes conditions opérationnelles et les faits de preuve. Un autre exemple, c'est la traçabilité dans la supply chain avec une solution qu'on a faite initialement à la demande du ministère des Transports français, qui s'appelait le projet MERS, et puis qu'on a étendu, qu'on est en train d'étendre et d'industrialiser, où tous les acteurs d'un process de supply chain peuvent lire et écrire des informations. Alors, les informations, c'est des photos, c'est des petits événements, c'est par exemple la vue d'un container à un point de passage, l'envoi d'une date d'arrivée estimée, etc. Et puis des photos de documents réels, éventuellement, ou des documents numérisés d'origine. Donc, ce type d'application est extrêmement flexible à développer avec notre technologie, beaucoup plus que tout ce qu'on pourrait vouloir imaginer faire avec des smart contracts, ce qui est juste impossible, enfin, à notre sens, complètement infaisable. Donc ça, c'est un rappel du projet MERS. Je vais rappeler, je vais passer rapidement. Donc c'est juste pour montrer qu'il peut y avoir une logique d'écosystème avec des participants, par exemple là, autour d'un sujet de métrique du CO2, de la pollution, etc., dans un contexte opérationnel, donc avec peut-être des informations qui proviennent de mesures techniques sur les navires pour la consommation de carburant instantané, des informations plus livresques sur les factures des remplissages de cales de navires, etc. Et puis des informations donc, qui peuvent être poussées en finale aux clients. Un autre cas d'usage, c'est la traçabilité des œuvres d'art. Donc, c'est intéressant de parler de ça. La société Onomart utilise notre technologie, on est très fiers. Et la traçabilité des œuvres d'art, si vous voulez, en permettant également le transfert de propriété des œuvres d'art, hein, donc ce qu'aujourd'hui est popularisé sous le terme de NFT, qui est selon nous une vaste, je vais dire selon moi, parce que je préfère n'engager que mon nom personnel, mais un des plus grands, scandales voilà, de scam qui puisse exister. Donc on vend des choses invendables à des gens à des gogos. Donc voilà. Alors la raison pour laquelle c'est invendable et les gens qui peuvent acheter ça sont des gogos, c'est que le vrai sujet dans la traçabilité des œuvres d'art et du transfert de propriété, c'est le transfert des droits moraux. C'est-à-dire que, en fait, le vendeur d'une œuvre d'art, donc pensez par exemple au vendeur d'une photographie, il cède des droits qui sont définis par un contrat. C'est pas juste l'empreinte de la photo du tableau. Ça vaut absolument rien. C'est un contrat qui dit exactement ce qu'on peut faire avec cette œuvre d'art. Et en plus, il y a des contraintes légales, il y a des contraintes liées, enfin réglementaires, qui sont en train de s'appliquer de plus en plus, notamment d'anti-blanchiment. Et donc, notre solution utilisée par Renaud-Marc leur permet d'adresser tous ces sujets, c'est-à-dire à la fois d'attacher les droits moraux transmis avec une œuvre et de régler le problème du blanchiment d'argent en ayant des informations précises de KYC sur les acheteurs, les vendeurs, etc., qui vont au-delà
du simple anonymat d'une signature numérique. Enfin, un très beau sujet également qui est porté par Sorga, qui traite la traçabilité anti-contrefaçon dans tout un tas de secteurs économiques, dont les cosmétiques, mais également le luxe, avec la possibilité de revendre sur un second marché des œuvres dont on est propriétaire, donc également avec des sujets de droits moraux, hein, et puis des certificats d'authenticité, des choses comme ça. Donc c'est beaucoup plus complexe que ce que prétendent traiter les smart contracts de type NFT, avec une solution qui repose sur le flashage de QR code très très élégant. Vous voyez ici ce QR code en forme de diamant. Il n'est pas tronqué par la bande au-dessus, il est réellement de cette forme-là. Et voilà, est une plateforme qui délivre des services colossaux. Et donc là encore, si vous voulez, c'est inéligible à l'utilisation de smart contracts au sens où on l'entend habituellement, même des smart contracts qui seraient rendus économiques par le choix d'une blockchain moins chère, plus scalable, etc. C'est à notre sens complètement impossible. La flexibilité demandée par ce type de développement n'est pas atteignable par des smart contracts. Voilà, alors ça, c'est une présentation d'un contexte technique, si vous voulez, autour de ce qu'on a de Kik Stories, qui montre que les informations peuvent provenir de plein de sources différentes et d'un écosystème, et que la solution distribuée Kik permet de scaler aux besoins voulus. Alors, pour vous donner une idée des volumétries dont on parle aujourd'hui, on parle de milliards de documents par an sur des sujets isolés, hein. Les factures, par exemple, telles que Argo les commercialise, touchent des volumétries colossales. Les photographies dans le maritime, c'est aussi des volumes colossaux. Voilà, donc on a besoin de solutions qui scalent. Et honnêtement, l'industrie informatique classique, elle a quand même des belles ressources, parce que si on pense au nombre de trillions ou de zillions d'appels que sert les web services de Facebook ou d'Amazon, on se rend compte que on peut faire beaucoup de choses avec une informatique traditionnelle. Voilà un exemple de process multimodal, donc avec cette chaîne de traçabilité, si vous voulez, qui ressemble un peu au flux d'UPS ou de Chronopost que vous pourriez avoir sur un suivi de colis, avec la possibilité que ce flux mette à disposition des informations, à la fois pour les utilisateurs finaux, éventuellement publics, mais surtout pour des portails et les plateformes des ayants droit et des parties qui communiquent avec ce système. Voilà. Alors, je vais essayer d'aller vite un peu parce que je crois j'ai déjà dépassé le temps. Euh, donc, parmi les propriétés que je voudrais indiquer, on a le fait que la solution qu'on propose est auditable. Donc, c'est auditable parce que tout est en fichier, en fait. Et donc, le dossier de preuve complet, c'est une suite de fichiers. Ce qui veut dire que d'un point de vue industriel, là encore, on peut, en cas de litige, faire un zip et puis donner le zip à des avocats, et ils vont dire ce qui s'est passé, ou à des huissiers. C'est très difficile de faire la même chose avec une blockchain secondaire d'on ne sait où, voilà, qui est, bon, puis même qui est servi par un acteur qui communique peu ou mal sur les propriétés de ce qu'il utilise. Voilà, donc il y a des besoins de transparence qui remontent à l'audit, en fait, et qui sont bien servis par notre technologie. Également, un sujet clé, c'est le sujet d'éthique des données, parce que l'important, c'est que les données restent chez les usagers. Et d'ailleurs, on parlait de privacy, et le code aussi peut rester chez les usagers, c'est-à-dire la façon de vérifier que tout se passe bien peut rester chez les usagers. Elle pourrait être publiée, elle peut être même attachée aux stories elles-mêmes, mais elle peut aussi rester par devers soi, c'est-à-dire qu'aucun observateur n'est capable de savoir si ce qu'il voit est valide ou pas. Seuls ceux qui sont concernés peuvent le faire.
Voilà. Et la propriété forte ici, c'est qu'on peut empêcher que quelqu'un crée des faux parce qu'on utilise des identités numériques. Et dans la mesure où on est dans un espace qui euh, n'est pas soumis au Cloud Act, eh bien, on peut délivrer une solution qui n'est pas soumise au Cloud Act et qui est effectivement complètement robuste, non seulement à la GDPR, mais également aux effets plus délétères des accords transnationaux ou des lois extraterritoriales. Voilà. Les avantages sont nombreux. Bon, donc, notamment en bas, tout en bas, vous voyez qu'on a la compatibilité avec les process papier. Ça, c'est vraiment très, très important. Voilà. Et surtout, pour les usagers, la garantie que personne ne peut réécrire l'histoire. Donc, c'est la propriété de Bitcoin. Hein. Bitcoin a introduit voilà, cette propriété définitive, donc liée à la preuve de travail que j'indiquais tout à l'heure, de rendre impossible de réécrire l'histoire. Alors, on se situe, en étant layer 2, si vous voulez, on est à un niveau un peu inférieur par rapport à ça, mais on a quand même, à intervalles réguliers, on a un saut définitif sur Bitcoin pour le dire. Et puis, surtout, on, on- on met en place tellement de cryptographie et de mécanismes transactionnels du type de ceux des crypto-monnaies dans des écritures habituelles qu'on obtient des niveaux très, très élevés de sécurité. Voilà. Ensuite, comment on fait vraiment? Alors là, je ne sais pas si vous êtes intéressé, c'est un peu plus technique, mais je présente ces transparents très vite pour qu'ils soient dans la vidéo. Peut-être que ça pourra vous intéresser quand même. Déjà dire que les API dont on parle, l'API de Kickstories est extrêmement simple. Il y a essentiellement 5 fonctions. En fait, il y en a 3, créer une story, écrire dans une story ou lire une story. C'est extrêmement simple à déployer, à utiliser. La sémantique, en fait, la façon de contrôler les entrées légitimes lors des appels de Kickstories se fait par l'utilisation de schémas de données JSON. C'est un projet d'ailleurs qu'on développe dans un projet européen qui s'appelle On2Chain. On le finalise parce qu'il a déjà été utilisé dans le cadre du projet MERS et avec Bonjour le Bon notamment. L'idée, c'est d'open sourcer en fait les définitions des données qui sont admissibles pour des échanges entre des partenaires sur Kickstories. Ça permet de s'affranchir des standards, d'être extrêmement rapide et flexible et de travailler tout de suite avec des partenaires, avec des données qui peuvent être différentes mais compatibles avec celles qu'attendent les autres acteurs, donc sans créer de distorsion. Du point de vue de déploiement, on est sur des architectures qui sont distribuées, scalables, parce que tout est stateless. Donc on peut augmenter la puissance de calcul à volonté en utilisant le meilleur des ressources distribuées existantes aujourd'hui, donc notamment des systèmes de stockage distribués, par exemple on appelle S3 chez Amazon ou OVH Object Storage, et des bases de données distribuées, dont des bases de type Redis qui permettent de créer des verrous synchronisés. Voilà, avec des données qui reposent chez les usagers par tous les moyens possibles, donc y compris IPFS, y compris des moyens d'archivage, y compris du stockage Worm si ça existe, c'est un peu un rêve, et le tout reposant sur le meilleur de la technologie de chiffrement entre acteurs. Et la blockchain, à droite, c'est une blockchain qui sert à notariser, donc cet ancrage, on appelle ça notarisation aussi, qui peut utiliser une ou plusieurs blockchains simultanément, en parallèle, hein, dont Bitcoin, mais pas seulement, voilà, surtout si il y a une demande particulière de combiner des appels avec plusieurs blockchains, ou même avec un smart contract. Ce n'est pas du tout interdit. Voilà. Et une logique qui permet d'avoir des nœuds observeurs ou des proxys, si vous voulez, de la blockchain, de la sidechain, en fait, qui donc accèdent à ces données partagées de façon sécurisée par les moyens informatiques qui marchent bien aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on a
le meilleur de la technologie actuelle, avec, avec la plus puissante force de preuve existante, qui est celle des monnaies, des crypto-monnaies publiques à preuve de travail. Voilà, et l'objectif finalement, c'est d'aller vers un explorateur universel de traçabilité. On y travaille, une espèce de tracker UPS universel, c'est-à-dire un outil qui permettra à quiconque détient l'identifiant d'un flacon Clever Beauty, comme je vous ai montré tout à l'heure, ou d'un bœuf Bonjour le Bon, ou d'un container, d'un numéro de container, pourra voir la séquence du flux de traçabilité qui est attaché à cet objet-là, avec des détails aussi riches que ce qu'ont souhaité les auteurs. Voilà. Et donc, pour terminer, et je m'excuse encore du retard, donc le KIX, en fait, est un enabler, un facilitateur de dématérialisation. Donc, ça rend possible l'échange de données à large échelle entre des acteurs indépendants. On sait bien que les grandes industries ont développé des ERP en interne pour gérer les flux de données, gérer la communication entre les différents portails qu'ils utilisent ou les applications. En fait, KIX Stories, d'une certaine manière, matérialise un ERP global, c'est-à-dire la possibilité pour les acteurs d'échanger des preuves d'existence de données dans des process qui peuvent être consommés par les autres. Et l'accès à la donnée réelle n'est possible que selon des accords explicites entre les parties, parce que la donnée n'est pas dans la sidechain KIX Stories, elle est chez les auteurs, ou elle est éventuellement stockée chiffrée dans un object storage quelque part, voilà, selon des mécanismes qui vont permettre de le déchiffrer pour les seules personnes ayant le droit de le faire. Donc, on est vraiment sur le moyen technique de rendre ça possible, de permettre de créer un ERP, si vous voulez, méta-industriel. Et donc, c'est le projet, alors ça peut paraître pharaonique, mais c'est vraiment quelque chose que permettent à la fois notre technologie et la blockchain, parce qu'il y a besoin, pour permettre la digitalisation, il y a besoin que les gens soient d'accord. Et pour que les gens soient d'accord, il faut qu'ils aient la conscience, la certitude en fait, que personne ne peut tricher, et que personne ne peut créer de faux, si vous voulez, donc qu'un ingénieur système de KIX même n'est pas capable de créer un faux, ou qu'un ingénieur système du service, enfin de la société qui opère ne peut créer de faux. Et ça, c'est rendu possible par des identités numériques qui sont contrôlées de façon infaillible, je dirais, exactement comme, puisque c'est les mêmes clés que Bitcoin, ça a les mêmes propriétés, on ne peut pas voler des Bitcoins, hein, vous vous en doutez. Et également la conviction que personne ne peut réécrire l'histoire. Personne ne peut dire non, c'est pas ça qui s'était passé. Et ces deux propriétés ensemble permettent le consentement à la dématérialisation, et donc les usagers peuvent, dans la mesure où en plus ils ont accès au dossier de preuve, eh bien, ils peuvent s'engager dans une relation dématérialisée. Et donc, cette possibilité est rendue possible, on le pense, en tout cas on le dit, par notre technologie, sans créer aucun des problèmes qui vont avec les blockchains, dont les problèmes de gouvernance, parce que si vous utilisez une sidechain qui utilise, comme le dit RGB, une preuve de travail avec peu de mineurs, ou une preuve d'autorité, ou un DPoS, ou n'importe quoi, vous tombez forcément dans une situation qui peut générer des attaques par gouvernance. Et également pas non plus les problèmes de cybersécurité des smart contracts, parce qu'il faut se dire qu'un nœud Ethereum, par exemple, c'est un objet qui est quand même assez technique à manipuler. Il y a beaucoup de problèmes, notamment quand tout d'un coup une mode apparaît sur un smart contract particulier à caractère extrêmement spéculatif, eh bien, le réseau devient très difficile à suivre par les nœuds. Il faut des machines extrêmement puissantes. Et donc, voilà, personne au plan industriel n'a d'intérêt à mélanger ces données avec l'ensemble des données de la planète.
Et donc, c'est une problématique qui est écartée par notre proposition. Et en fait, il n'y a pas de dépendance réelle à Kix parce que, comme je disais, les fichiers sont autonomes, porteurs de leurs preuves. Les dossiers de preuves complets, y compris les, les registres stories que vous avez vus, sont complètement exportables sous forme d'un zip qui va être stocké localement ou qui peut servir à faire une reprise opérationnelle avec éventuellement un autre système dans le futur. Voilà. Donc, on prétend avoir une des approches layer 2 de plus bas niveau et les plus pragmatiques du marché. En tout cas, vous avez vu que ça permet de faire des choses qui marchent. Voilà. Donc, il me reste à remercier David d'avoir créé l'opportunité de cette conférence, Pierre Papron également qui a présenté la semaine dernière et j'avais prévu de citer, il a parlé d'homéostasie en parlant du caractère autostable de Bitcoin dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc je m'étais promis de dire ce mot, je le dis. Et Jean-Jacques Quisquater qui a introduit magnifiquement par l'histoire de Bitcoin. Si vous avez la possibilité de voir le replay, si vous ne l'avez pas vu, c'est fantastique. Et puis évidemment, tous les conférenciers qui vont venir, dont Pierre Noisat notamment, qui est un des dinosaures de la blockchain française avec le site d'échange Pemium, qui a des points de vue extrêmement intéressants sur la monnaie et l'énergie. Je recommande de ne jamais rater ça sous aucun prétexte. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup, Laurent, pour cette conférence très intéressante. Deux questions, même trois. La première, c'est donc vous utilisez Kix pour avoir des preuves d'intégrité des données. Comment faites-vous en amont pour truster les métadatas que vous ancrez dans chaque fichier? Ah, bah, les métadonnées, habituellement, elles sont fournies par un système informatique. Par exemple, une application photographique comme notre Photoproof Pro va créer des photographies XC en mettant dans la photo des métadonnées qui proviennent du scénario, qui est utilisé. Donc, si la photo est une photo de véhicule avec une plaque d'immatriculation, par exemple, ça peut embarquer la plaque d'immatriculation. Là, on est dans un contexte où la donnée est certaine parce qu'elle est, elle est, elle est fournie par le dispositif lui-même. Dans le cas de l'écriture vers Kix Stories, en fait, toutes les écritures sont signées numériquement. Donc, ça veut dire que la confiance dans la donnée est transférée en une confiance dans l'émetteur de la donnée. Puisque la signature numérique, elle peut être libre, mais elle est souvent attendue. Par exemple, si vous écrivez si vous demandez si vous passez un ordre de vente, par exemple, vous dites ben, moi je veux vendre ma montre à B. Donc vous êtes A, vous vendez votre montre à B. Vous allez signer cet événement avec la signature A. Et l'événement suivant doit être signé par la signature de B, qui va dire oui, j'ai bien pris possession. Donc, les moyens de contrôler la qualité des métadonnées proviennent de la signature de ces métadonnées par les émetteurs. Deuxième question, quelles sont les différences de votre solution avec d'autres solutions blockchain qui opèrent sur l'agroalimentaire ou le luxe? Ben, on est beaucoup plus flexible et interopérable. C'est-à-dire que, par exemple, la solution de traçabilité de Sorga est interopérable avec la solution de traçabilité logistique dans les secteurs où elles se rejoignent. Par exemple, un colis de parfum va être, à un moment donné, il va arriver dans un container et la suite de la traçabilité, c'est celle du container
ça reviendra au moment de l'ouverture plus tard, y compris du décollisage, ça reviendra aux éléments essentiels. Et donc, notre solution permet cette interopérabilité avec une flexibilité considérable. On a des temps de développement qui sont incroyables. Bonjour le Bon, c'est un projet qui a été commencé le 1er octobre 2019 et qui était opérationnel pour les fêtes de Noël le 22 décembre, avec application mobile, avec traçabilité blockchain, etc. Donc, c'est très, très rapide à développer parce que ça ne s'embarrasse pas de choses inutiles, en fait. Voilà. Après, ce que je peux dire aussi, c'est que c'est parfaitement auditable. Donc, c'était le titre d'un de mes transparents. Et c'est pas anodin de dire qu'on peut obtenir le dossier de preuve de n'importe quelle chaîne de traçabilité d'un bœuf ou d'un camion ou de tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que c'est un objet technique, c'est pas du gaz cryptographique dans le registre d'une blockchain. Voilà. Donc Justement, on pense, juste pour finir, on pense que notre solution est considérablement supérieure au smart contract. Et justement, par rapport à un process, par exemple, je suis une grande entreprise, une petite entreprise ou moyenne entreprise, peu importe la taille, j'ai un process, j'aimerais utiliser Kix. De ce que tu as pu vivre, quels sont les prérequis que tu conseilles aujourd'hui à une entreprise à avoir, en tout cas qui est préférable d'avoir, pour Kixer ce process? Comment tu interviens, on va dire, dans un fonctionnement avec cette entreprise pour Kixer? Comment ça se passe? Alors, on a alors pour Kixer, sur les back-ends des entreprises, on a une solution qui s'appelle Kix Fusion, qui est utilisée par un certain nombre des acteurs que j'ai mentionnés dans le transparent, qui parlait des cas d'usage du fichier isolé. Le Kix Fusion, de nouveau, c'est un outil informatique extrêmement simple à manipuler. Il doit y avoir 5 fonctions aussi. Une pour cliquer un fichier, une pour injecter des signatures complémentaires dedans, une pour demander l'horodatage. Enfin, vous voyez, c'est extrêmement naturel et c'est de l'informatique très, 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 très classique. État de l'art quand même, parce qu'on utilise beaucoup de nodes. Enfin, on travaille en Node.js essentiellement et on travaille aussi avec des tokens de connexion, voilà, des technologies état de l'art, je dirais, du domaine. Mais utiliser Kix ne demande pas d'avoir des ingénieurs spécialement formés à la blockchain ou à aucun sujet. Hein. C'est juste de l'état de l'art, de l'informatique, voilà, la meilleure possible aujourd'hui. Et pour Kix Stories, souvent, ce qui se passe, c'est qu'avec nos clients, on fait nous-mêmes un proxy de Kix Stories qui expose des API métiers. Donc, on analyse le projet avec le client et on interprète les besoins en API métier et on traite nous-mêmes les sujets les plus compliqués. Par exemple, Kickstories permet de faire, Kickchains et Kickstories permettent de faire des écritures transactionnelles, c'est-à-dire d'écrire sur plusieurs chaînes simultanément avec un mécanisme qui fait que si jamais il y avait un échec quelque part, on ne produise pas un état invalide du système, c'est-à-dire qu'on défait tout. Donc ce type d'écriture transactionnelle, c'est peut-être ce qui est le plus compliqué à manipuler dans le contexte de Kickchains. Et ça, la plupart du temps, on propose de le faire nous et ça permet d'accélérer les projets. Mais ce n'est que transitoire parce qu'il y a déjà des sociétés qui montent en compétence sur notre technologie. Allô? Oui, c'est bon. J'essaie de voir s'il y avait d'autres questions. Non, écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup, Laurent. Je pense qu'on peut t'applaudir. Merci infiniment pour cette conférence. Et puis, je vous donne rendez-vous à tous le mardi
plutôt le mardi prochain, mardi 6 mai. Merci Laurent. Et Merci. puis encore bravo et merci à tous pour votre participation. Merci à tous. C'était un immense plaisir de vous raconter cette histoire-là. Merci. Au revoir, très bonne soirée. Merci David. Au revoir.